Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, ce matin, avec pour mission d'œuvrer au renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et le Togo. Vous découvrirez le visage de ces nouveaux diplomates dans cette édition. Et puis le ton a été donné hier dans les savanes au projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural au Togo. Une initiative pour permettre aux populations des zones les plus enclavées du pays de disposer d'infrastructures de base. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Gabon, le Maroc et l'Ouganda ont de nouveaux ambassadeurs au Togo. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe. C'était ce matin au palais de la présidence de la République. Qui sont ces nouveaux diplomates? Gérard Lagoudou nous les fait découvrir. Au palais de la présidence de la République, c'est le diplomate gabonais Saïd Abeloko qui a ouvert le bal pour la présentation des lettres de créance au chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe. Après les honneurs militaires, il est allé présenter au président de la République la mission qu'il compte accomplir dans le sens du renforcement des relations entre le Togo et le Gabon. Entre le Togo et le Gabon, ce n'est plus un partenariat simple, c'est plutôt une fraternité. C'est deux pays frères, surtout ces deux chefs d'État qui sont très proches. Donc c'est une représentation diplomatique qui est intensement riche, non seulement en liens fraternels, mais que nous développons aussi l'aspect économique et le développement de deux nations. Nos discussions ont porté aussi sur leur position. Ils sont des présidents en exercice de deux communautés. Donc, dans cet aspect, nous avons exploré également des possibilités d'échange sur le domaine économique, sachant que l'aspect économique, le développement de la zone économique de Nkok, qui est pris aujourd'hui comme exemple de Special Economic Zone un peu en Afrique. Nous allons voir des rapports également dans la révision des accords entre nos deux États en termes économiques et aussi en termes de relations internationales. À 43 ans, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise près le Togo, Saïd Abeloko, est diplômé d'un master en sciences de gestion et des organisations. Il est marié et père de 4 enfants. Ici, c'est l'officiel du Royaume du Maroc, Rachid Ergibi. Le chérifien salue les fructueuses relations entre son pays et le Togo et promet d'œuvrer dans la même dynamique. Les relations entre le Togo et le Maroc ont toujours été excellentes. La nomination d'un ambassadeur est toujours un élément pour booster encore davantage ces relations. Et ma mission, les orientations que Sa Majesté m'a prodiguées, c'est de veiller à ce que ces relations soient au plus haut niveau et au top pour pouvoir concrétiser tous les projets qu'on peut avoir de coopération sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. D'autant plus que les relations entre les deux chefs d'État sont excellentes et les échanges ont toujours été à un niveau très très élevé, aussi bien au niveau d'une coopération bilatérale qu'une coopération au niveau de l'Union africaine ou au niveau international, au niveau des Nations Unies. Donc c'est un élément nouveau qui se rajoute pour pouvoir booster encore davantage les relations entre le Maroc et le Togo.
Rachid Erghibi a débuté sa carrière professionnelle en 1977 au Maroc. Nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc près la République togolaise, il aura pour résidence Cotonou au Bénin. Nelson Ocheguer, nouvel ambassadeur plénipotentiaire de l'Ouganda près la République togolaise, a bouclé la boucle à cette cérémonie. La mission assignée à Nelson Ocheguer, ambassadeur de l'Ouganda au Togo, est d'œuvrer dans la continuité des bonnes relations entre Lomé et Kampala. Uganda and Togo enjoy very good relations. L'Ouganda et le Togo entretiennent de très bonnes relations. Donc notre entretien avec le chef de l'État à travers cette cérémonie est de renforcer davantage ces relations dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation pour le bonheur de nos deux peuples. In the areas of infrastructural development and in the areas of tourism. Le diplomate ougandais est né en 1967 et titulaire d'un master en droit international et d'une licence en sociologie et géographie. Il est désigné chargé d'affaires en République fédérale du Nigeria avant d'y être nommé ambassadeur plénipotentiaire en 2017, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Marié, Nelson Ocheguer a sa résidence à Abuja, au Nigeria. Les diplomates émiratis, turcs et israéliens promettent également d'œuvrer pour le renforcement des relations entre leurs pays respectifs et le Togo. Ils ont eux aussi présenté leur lettre de créance au chef de l'État ce matin. Nous retrouvons Gérard Lagoudou. Les Émirats arabes unis et le Togo se rapprochent davantage. Mohamed Kadeb Al-Zabi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République togolaise. Mohamed Kadeb compte raffermir les relations entre son pays et le Togo, notamment dans les domaines du tourisme et de l'investissement. Améliorer les relations entre les Émirats arabes unis et le Togo. Nous allons coopérer avec les autorités togolaises dans tous les domaines. On va signer un accord bilatéral entre les Émirats arabes unis et le Togo. Nous allons inviter les Émiratis de visiter le Togo dans le domaine du tourisme et l'investissement. Âgé de 54 ans, Mohamed Kadeb est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats arabes unis près la République du Ghana en 2017. Poste qu'il occupe toujours avant d'être nommé pour les mêmes responsabilités près la République togolaise avec résidence dans la capitale ghanéenne. Marié, il est père de 5 enfants. Autre diplomate à cette cérémonie, le Turc Onur Özteri. Il a exprimé son engagement à accomplir sa mission au profit des deux pays. Priorité, contribuer à la réussite du plan national de développement 2018-2022. Nous avons eu un très bon entretien avec le président de la République et nous allons essayer de développer des bons mécanismes de coopération dans tous les domaines, des mécanismes qui permettront aux deux parties d'être bénéfiques de cette coopération. Et le Togo est un pays qui a un grand plan national de développement qui est très ambitieux et la Turquie est prête à s'associer à la réalisation de ce PND. Et nous travaillons aussi sur des visites ministérielles qui nous permettraient d'accroître le dialogue politique au plus haut niveau. Et au mois d'avril 2019, nous avons eu une réunion des chambres d'affaires Turquie-Togo à la CCIT. Il y avait une vingtaine d'entreprises turques qui sont venues et notre objectif c'est d'augmenter non seulement le commerce entre la Turquie et le Togo, mais aussi les investissements turcs ici. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui se rendent en Turquie pour pouvoir
bénéficier et regarder un peu les produits qui sont disponibles là-bas. Et c'est une très bonne chose et nous espérons que ça va continuer. Né en 1967, Kemal Onur Ostieri est titulaire d'un master en ingénierie du management. Ses compétences diplomatiques lui ont valu le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie près la République du Bénin avant sa nomination pour la même responsabilité près la République togolaise. Marié et père d'un enfant, il réside à Cotonou au Bénin. Léo Vinovesky occupe désormais le poste d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République togolaise. Le diplomate juif entend poursuivre les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Les domaines de l'agriculture, santé, éducation sont entre autres secteurs où il entend renforcer la coopération dans le contexte de l'ambitieux plan national de développement PND. Nous avons discuté des possibilités de coopération bilatérale et régionale entre Israël et les pays d'Afrique occidentale. Je suis ici pour la redynamisation de la coopération israélienne dans le plan national de développement de Togo. Le Togo est un ami d'Israël de longue date et je suis ravi. Je voudrais aussi souligner l'excellence de la coopération entre les deux nations qui s'est intensifiée et s'est renforcée au cours de la dernière année. Je parle de l'importance de la coopération en agriculture et dans le domaine de la santé, de l'éducation, des arts, de la culture, des sports, de la mode, et en particulier en ce qui se concerne les défis actuels au Moyen-Orient et dans le monde entier. Israël est un pays démocratique, de même que le Togo, et nous partageons les mêmes valeurs de paix. À 53 ans, Léo Vinovesky est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Il est marié et père de 3 enfants avec pour résidence Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à l'invitation de son Excellence M. Faure Esozimna Gnazingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo les jeudis 5 et vendredi 6 décembre 2019, afin de réserver un accueil chaleureux, cordial et authentique à notre illustre hôte. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, le corps diplomatique, les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels du Grand Lomé à se rendre à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema demain jeudi 5 décembre 2019. La mise en place doit être terminée à 16h et signé le ministre de l'Administration territoriale Payadoa Boupessé. Au siège du Parlement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadi Boli-Tiegan, a accordé 2 audiences ce mercredi. La première au bureau du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, récemment installé. Le bureau est allé présenter sa feuille de route à la présidente du Parlement. Et la deuxième audience a été accordée au nouvel ambassadeur d'Israël au Togo. Il a été question de la coopération bilatérale durant les échanges entre les deux personnalités. Et nous les écoutons tour à tour au micro de Abide Gnazingbe et Kwasi Glé. Il y a une rencontre très importante avec la chef de l'Assemblée nationale. Et je voudrais remercier pour l'hospitalité de l'Assemblée nationale et pour moi, pour l'État d'Israël. Et nous parlons de
renforcer le relancement de la coopération bilatérale avec les deux pays, avec les deux sociétés. Je peux dire qu'aujourd'hui, je me rencontre avec les peuples de Togo et dans l'institution de l'Assemblée nationale, c'est qu'on contacté la société togolaise et je suis très heureux de visiter le système démocratique ici en Togo, en Lomé. Aussi, nous parlons d'Israël, c'est un partenaire très sérieux. Et pour Togo, tout est relatif à la formation professionnelle, à l'éducation, à l'autonomisation de la femme. Et nous avons des défis similaires dans tout le monde entier. Je suis optimiste qui travaillent ensemble. Nous pouvons faire tout ce que deux pays amis et fait en général. Nous inaugurons hier les vols directs de Seychelles à Israël et vols directs de Rwanda à Israël. Je crois que c'est le moment de penser aussi dans la possibilité d'un vol direct de Togo à Israël aussi. Et j'espère que l'année 2020 c'est une année très importante dans la relation des deux pays. Cette visite nous va droit au cœur parce que nous venons de naître. Nous avons abordé plusieurs sujets concernant l'installation de ACTE. Nous devons respecter les uns les autres et tous les Togolais de l'extérieur étant responsables, nous devons les réunir et les associations pour l'avancement des Togolais de l'extérieur. 18 personnes faisant partie donc du mouvement des révolutionnaires du 23 novembre 2019 à Lomé et à Sokodé ont été interpellés par les forces de sécurité. Le directeur de la police nationale était face à la presse pour exposer les faits et présenter les présumés auteurs. Retour sur ce point de presse avec les images qui ont émaillé donc ces quelques jours de vandalisme avec ce commentaire de Arnaud Kili. 8 personnes interpellées et des armes blanches saisies. Ces individus, se réclamant membres du mouvement Tigre Révolution, auraient participé aux attaques des forces de l'ordre et de sécurité le 23 novembre à Lomé et à Sokodé. Selon la police, le mouvement Tigre Révolution est créé par un nommé Touré Madjidou, un Togolais résident en Belgique et dont les membres s'inscrivent via WhatsApp. Le responsable du mouvement, c'est celui que j'appelle Taïga. Je suis rentré dedans par un ami qui m'a dit il y a un groupe qui est chargé de se préparer ici le jour J pour faire la révolution. Je suis rentré en contact avec ce monsieur qu'on appelle aujourd'hui Taïga. Hier, il était à Abdoulmadi quand je le connaissais. Il dit, comme c'est vous qui circulez dans les villages et autres, on va vous présenter des alphas pour vous préparer contre ennemis. Le directeur général de la police nationale a exposé les faits et dressé le bilan de cette agression des forces de l'ordre et de sécurité dans leur mission dans la nuit du 23 novembre 2019. Suivant les déclarations des uns et des autres, au cours des réunions du Parti national panafricain, PNP, ils ont été approchés par des individus qui leur proposent de se joindre à un mouvement plus radical et révolutionnaire. L'objectif ultime de ce mouvement est d'organiser une révolution nationale afin de déstabiliser les institutions de la République en 3 jours. La période du 23 au 26 novembre 2019 a été ainsi retenue comme période qui s'y prête le mieux pour commencer leur révolution. Cette période a été communiquée à travers WhatsApp à tous les membres du mouvement. Ainsi, le 23, les radicaux capables d'affronter les forces de défense et de sécurité ont été soumis à une préparation mystique auprès de 2 marabouts. Le numéro 2, Awali lui-même, qui est un marabout, et un certain Alpha Mohamed. Dans le groupe, les 2 marabouts envoyaient également des rituels, acheter parfois des coqs pour des cérémonies en individuel
Et ceux qui ne pouvaient pas le faire seuls se transportaient chez le marabout pour le faire avec les autres. Pour leur protection spirituelle, le marabout Awali avait à sa disposition des tenues qu'il a préparées afin de protéger les membres contre les balles. Ces tenues leur ont été distribuées avant le jour J. À la perquisition du domicile du nommé Awali, une partie de ces tenues a été retrouvée. Leur armement au départ était individuel. Chacun devait venir avec ce qu'il avait à sa disposition. Mais dans le groupe, il y avait des gens qui savaient manipuler les armes à feu classiques des forces de défense et de sécurité. Ceux-ci devraient utiliser immédiatement les armes récupérées chez les forces de défense et de sécurité. Des chauffeurs de toute catégorie aussi, il y en avait. Le 23 novembre 2019, à 0h, le groupe s'est rassemblé sur convocation du nommé Awali à Agoué, à Djouba, sous les hautes tensions. De là, ils se sont articulés en 3 groupes. Le premier groupe, dit groupe des courageux, devait aller au contact des forces de l'ordre sans craindre leurs tirs, puisqu'ils sont protégés contre les balles, les molester, poignarder ou faire tout ce qui est possible pour leur prendre les armes. Ce groupe est dirigé par le nommé Salifou Alassane Abdoulaye alias dit Bindje Abbé et le nommé Vega. Le deuxième groupe devait chercher à barricader la route par des camions, des véhicules et par tout autre moyen pour handicaper les interventions des forces de défense et de sécurité. Le dernier groupe, quant à lui, est chargé de s'attaquer aux passants, les violenter et semer une panique générale afin de paralyser la vie sociale. Après cette organisation, ils se sont lancés sur le terrain. Le premier obstacle était la patrouille de la gendarmerie en pause sous le pont d'Agoué, communément appelé échangeur d'Agoué. À ce niveau, les gendarmes ayant vu un groupe les approcher, les gendarmes étaient au nombre de 5. Ils ont détaché 3 personnes pour aller au contact du groupe qui s'approchait de leur véhicule de patrouille. Les 3 sont arrivés et ils ont réussi. Ils ont d'abord intimé aux gens de s'arrêter. Alors qu'ils cherchaient à entamer un dialogue avec ce groupe, des gens ont surgi de part et d'autre et les ont tout de suite assaillis. N'ayant plus d'espace, ni le temps nécessaire pour pouvoir utiliser leurs armes, ils ont été molestés et leurs armes leur ont été arrachées. Pendant que le groupe des radicaux traitait les 3 gendarmes, le groupe chargé de barricader, lui, a aperçu un camion Titan transportant du clinker qui passait au-dessus du pont. Donc ce groupe rapidement a intercepté ce camion clinker et ils ont fait sortir le chauffeur par menace. Et un des chauffeurs du groupe a conduit lui-même le camion clinker jusqu'en dessous du pont et l'ont ensuite incendié. Ils ont mis le feu. Les 3 gendarmes pendant ce temps étaient en train d'être molestés. Voyant qu'ils étaient pratiquement à terme, ils les ont suffisamment atteints et que les gens étaient agonisants. Un gendarme n'a pas eu de chance. Ils l'ont pris, le croyant mort, et l'ont mis dans le feu. C'est pourquoi quand on voit dans les médias, les réseaux sociaux l'ont montré souvent, on voit un gendarme qui a des blessures graves. C'est le gendarme qui a été jeté dans le feu parce qu'on le croyait déjà mort. Celui-ci n'a pu se retirer que parce que, ayant perdu le pensant déjà mort, ils sont partis et lui, il a pu glisser du feu. Et on le sait bien, un des gendarmes va succomber plus tard à l'hôpital de ses blessures. L'étape suivante, après le pont, le groupe s'est tout de suite réorganisé et a entamé son mouvement vers le sud. Tout de suite après, ils sont arrivés au niveau de la Banque Atlantique. Là, on le sait bien, il y a une guérite où 2 gendarmes habituellement gardent la banque.
à l'instant là, se trouvait un seul gendarme en faction dans la guérite. Le groupe a spontanément attaqué la guérite de tous les côtés, ne donnant pas de chance aux gendarmes d'utiliser encore une fois son arme. Et ils l'ont suffisamment molesté et retiré encore une fois son arme. Cela fait 4 armes. Après la Banque Atlantique, il nous souvient bien, on a le commissariat à quelques centaines de mètres. Le groupe s'est de nouveau réorganisé après avoir fini avec leur deuxième obstacle et a entamé le mouvement vers le commissariat. À 100 mètres environ du commissariat, les policiers ayant déjà eu du moins les échos de ce qu'un groupe bien organisé est en train de vandaliser tout ce qu'ils trouvent sur les passages, les policiers ont commencé par les accueillir avec des gaz lacrymogènes. Ce groupe, maintenant avec 4 armes AK-47, ce groupe n'a pas hésité à lancer tout de suite des cocktails Molotov qu'ils avaient déjà préparés avant de quitter et à faire usage des armes qu'ils ont prises chez les gendarmes. Donc ils ont commencé par tirer. Les policiers ayant compris que non, ils sont en face d'un groupe qui tire à balles réelles, les policiers ont changé eux aussi de moyens. Ils ont pris les armes qu'ils ont tirées suffisamment en l'air pour les dissuader, mais cela n'allait pas y continuer la progression. Ils étaient contraints de descendre les canons pour atteindre le premier, le dirigeant Bindjege Bindje, que tout le monde dans le groupe savait suffisamment puissant et que les balles, en aucun cas les balles des armes classiques ne pouvaient pas atteindre. Mais quelle ne fut leur surprise, ils constatent que Bindjege Bindje, le chef, est tombé. Alors, les gens se sont dit, eux-mêmes en Kotokoli, si Bindjege Bindje même est tombé, c'est que le gris-gris ne marche pas. Reculons. Étant un groupe très organisé, ils ont pris, malgré que Bindjege Bindje était sérieusement atteint, ils l'ont pris, ils n'ont pas voulu le laisser, ils l'ont pris avec eux, ils sont rentrés du côté inverse, du côté opposé du commissariat. C'est comme ça, les policiers les regardaient. L'objectif des policiers, ils savaient toujours qu'ils pouvaient encore. Leur objectif n'était pas de tuer pour tuer, mais de voir, de limiter le danger. Ils avaient encore les moyens d'aller au-delà, mais ils se sont abstenus pour voir s'ils pouvaient raisonner ce groupe. Qu'est-ce que le groupe a fait? Ils ont pris leurs blessés et commencé par se disloquer dans les ruelles. Parallèlement à cette attaque des 3 objectifs, à Sokodé, curieusement, aux mêmes instants, il y a un groupe aussi organisé qui s'est attaqué à un gendarme à la station Total en face du grand marché de Sokodé. Le gendarme était régulièrement en faction. A-t-il été surpris? Toujours est-il que ce groupe a pu une fois encore venir le surprendre et lui donner un coup de machette assez rude sur le bras qui tenait l'arme, avant de lui arracher l'arme. Lui-même, il a été ensuite molesté, sa moto incendiée. Et puis, ils ont tenté par la suite d'incendier la station elle-même. Mais une intervention rapide d'un nombre plus élevé les a dissuadés, ils s'en sont enfuis. C'est ainsi que, à Sokodé comme à Lomé, les groupes étant disloqués, les recherches, une enquête, les constatations ont été faites et une enquête rapidement mise sur pied en vue de détecter ce qui se passait. L'enquête à ce jour nous a permis d'interpeller 18 personnes, dont 15 à Lomé, 2 à Sokodé et 1 à Sogankopé dans le Ghana. Les dégâts que ce groupe a commis
sur non seulement les forces de l'ordre, mais aussi sur les civils sont énormes. Je le disais tantôt, un gendarme en définitive est blessé. Il reste 4 gendarmes qui sont grièvement blessés, qui sont encore à l'hôpital. Un policier dans leur riposte a été également blessé par balle. Le matériel, c'est des dégâts très très importants au plan matériel. 5 Kalachnikov, 5 armes Kalachnikov emportées. Mais le matin, aux environs de 4h30 à 5h, il y a une bonne volonté qui a aperçu une arme dans le caniveau à 200 mètres au sud du commissariat d'Agoué. Il l'a prise et il l'a apportée au commissariat. Lorsqu'on a regardé dans cette arme, se trouvaient seulement 2 munitions dans le chargeur. Alors que habituellement il y a une trentaine, il y a 30 cartouches qu'on donne dans le chargeur. Donc on peut là voir que le reste a été tiré sur le commissariat. Effectivement, les impacts sur le commissariat, c'est partout. Les murs ont pris des impacts. Les véhicules qui étaient là ont également pris assez d'impacts. Ils ont lancé, je vous le disais, des cocktails Molotov. Ça a enflammé des véhicules. C'est rapidement après leur départ que les sapeurs-pompiers sont venus éteindre les feux. Et les véhicules civils ont été également très endommagés. Je parlais tantôt du camion clinker qui a été brûlé. 3 autres véhicules endommagés, des civils. Des civils ont été également blessés, molestés. La guérite de la Banque Atlantique a été également fracassée. En définitive, quand on regarde, ce mouvement était déterminé par son organisation et son engagement à déstabiliser les institutions de la République. En dehors de Lomé et Sokodé, ils avaient placé à Tchébébé et à Agné un groupe qui était aussi chargé de bloquer la circulation, la nationale numéro 1. Donc ce groupe allait s'en servir de véhicules et camions pour bloquer la nationale et donc paralyser entièrement la circulation du nord au sud. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, retrouvé les 4 FAC qui ont disparu. Les recherches se poursuivent. Je profite de l'occasion pour dire, celui qui a ou a seulement connaissance du lieu de cette arme et qui préfère cacher l'information se rend coupable aussi d'une infraction. J'appelle la population à coopérer étroitement avec nous, avec la police, la gendarmerie, toutes les forces de défense en général, pour qu'on puisse retrouver ces armes. Car les recherches, tant que nous sommes dans cette recherche, les gens sont en posture de défense. Les gens ne sont plus dans la posture du maintien de l'ordre. Nous sommes en posture de combat réel, car l'ennemi désormais détient nos armes. Les forces s'équivalent a priori. 4 armes sont emportées par les manifestants, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité. Les forces de l'ordre et de sécurité invitent donc la population à la collaboration afin de retrouver rapidement ces armes. C'est dans le souci de garantir une meilleure protection aux citoyens. 8 véhicules pour le ministère de la Justice, la police judiciaire et le corps de contrôle de l'État togolais. C'est un don de la délégation de l'Union européenne. Les détails avec Estelle Konlani et Yasmine Kodia. 8 véhicules pour soutenir la police judiciaire et des corps de contrôle des services du ministère en charge de la justice dans leur mission. Et c'est à travers le programme d'appui au secteur de la justice, né de la convention du financement signée entre la République togolaise et la Commission européenne. Nous savons tous qu'un état de droit est le socle sur lequel la confiance entre les citoyens et l'État
est bâti. C'est un peu le contrat social, comme Rousseau le dit. Ça aide aussi à inspirer la confiance pour les opérateurs économiques. Et donc, dans ce sens-là, ça peut contribuer à la croissance et à la réalisation du programme national de développement. L'acquisition de ces véhicules va favoriser la réalisation des activités dans le sens de la performance de ces différentes directions. Ce projet a pour but de faire avancer la justice de manière à ce qu'elle puisse agir avec célérité dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Le projet a associé en même temps la police judiciaire qui a bénéficié de beaucoup de formations et de beaucoup de matériel. Il est question de pouvoir faire des contrôles, se déplacer un peu aisément dans la juridiction de leur ressort pour superviser ce que les procureurs font. Nous voulons vivement remercier l'Union européenne pour cette coopération agissante et son appui. La réforme de la justice passe également par le renforcement des équipements logistiques nécessaires au contrôle. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays et à l'invitation de son Excellence M. Faure Eswazimna Gnazingbe, président de la République togolaise. Son Excellence M. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo les jeudis 5 et vendredi 6 décembre 2019. Afin de réserver un accueil chaleureux, cordial et authentique à notre illustre hôte, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, le corps diplomatique, les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, les chefs traditionnels du Grand Lomé à se rendre à l'aéroport international Gnazingbe et Yadema demain jeudi 5 décembre 2019. La mise en place doit être terminée à 16h et c'est signé Payadoa Bokwesi, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe, s'est entretenu cet après-midi avec le directeur général de Connecting Business Opportunity. Leurs discussions ont porté sur le commerce en ligne et le Togo a été choisi comme pays pilote en Afrique pour expérimenter cette nouvelle forme de commerce avec la Chine. Nous écoutons à présent le directeur général de CBO au micro de Gérard Laguetou. It was an excellent meeting with Mr. President. La visite là du président était sur le trade, donc il nous a reçus, on lui a parlé de comment notre système peut révolutionner le système de commerce au Togo, et le Togo a été choisi comme un pays pilote pour expérimenter cette proposition en Afrique. And how does trade really impact? So this is actually one of the key areas that we discuss about. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont adopté hier un fonds régional de sécurité. Il est destiné à mobiliser des ressources pour lutter contre le terrorisme dans l'espace. Et c'était au cours du sommet extraordinaire de l'Union auquel ont pris part plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe. Le résumé de la rencontre avec Augustin Kossi. Un fonds régional de sécurité pour lutter contre le terrorisme dans l'UEMOA. À Dakar, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se sont engagés à mobiliser des ressources pour faire face efficacement aux menaces terroristes dans la sous-région. Ce sommet extraordinaire de l'UEMOA a permis aussi de passer en revue les mécanismes et stratégies qui répondent mieux à la situation sécuritaire devenue de plus en plus préoccupante. Les attaques et menaces terroristes quasi quotidiennes au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont retenu l'attention des dirigeants de l'UEMOA. Le président en exercice de l'Union, Alassane Dramane Ouattara, aux manettes pour le bon déroulement des travaux. À ses côtés, ses pairs, au rang desquels le président de la République, Faure Eswazimna Gnazingbe, pour l'adoption du fonds régional. Une promesse tenue.
Un pari pris en septembre dernier à Ouagadougou au titre de la contribution de l'UEMOA au financement de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest-africaine. Une manifestation de solidarité envers les populations victimes du terrorisme dans l'Union. Les dirigeants ouest-africains se sont également penchés sur les modalités pratiques de mobilisation du fonds. Une enveloppe évaluée à 60 milliards de francs CFA octroyée aux 3 pays membres de la force conjointe G5 Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un engagement d'autant plus important pour le président de la République qui fait des questions de paix et de sécurité le socle de toute politique de développement national. Faisant de l'intégration régionale une priorité, le Togo œuvre pour une synergie d'action et de renforcement de la coopération, des conditions sine qua non à la fédération des efforts pour une cause commune, le terrorisme. Le président hôte du sommet, Macky Sall, revient sur la conférence tenue à la veille. Une rencontre de haut niveau axée sur le développement durable et d'être soutenu. Trouver le juste équilibre. Un consensus qui a accouché le pacte dit de Dakar. Il appelle ces pairs de la sous-région à s'unir pour combattre les menaces qui portent atteinte aux objectifs fixés. Et nous poursuivons avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants et autres objets du genre qui troublent la tranquillité des populations sont et demeurent rigoureusement interdits sur l'ensemble du territoire national, notamment en ces périodes de fêtes de fin d'année. Des instructions spécifiques sont données aux forces de sécurité pour procéder à leur saisie, traquer et si besoin interpeller tout contrevenant. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile compte sur le civisme et la bonne compréhension de tous pour le respect des présentes dispositions. Signé le général de brigade Damham Yark, ministre de la Sécurité. Après l'étape de Lomé, ce sont les personnes âgées de l'intérieur qui bénéficient cette fois-ci des universités du 3e âge à Atapamé. C'était un cadre d'échange avec ces personnes âgées sur les questions liées à leur santé et nutrition et ceci contribuant ainsi à leur bien-être. Le compte rendu de cette université du 3e âge à Atapamé avec la correspondance de Silver Abdou. Malgré leur âge, elles tiennent encore, ces personnes âgées. Avant l'ouverture des universités du 3e âge à Atapamé, cadre qui leur est dédié pour réfléchir sur leur santé et leur mode de vie, c'est l'exercice auquel ces personnes du 3e âge se sont au préalable livrées. Parcourir quelques distances pour exprimer leur potentiel. Ces universités du 3e âge, dont la 3e édition est cette année, élargie aux personnes âgées de l'intérieur, consiste à porter un regard favorable à cette génération pour permettre à cette frange de la population de vivre une vieillesse heureuse destinée à améliorer leur quotidien. Aujourd'hui, tous les vieux, tous les retraités sont réconfortés par cet événement. Dès que la nouvelle est parvenue, nous l'avons accueillie avec joie, avec ferveur. Et selon le préfet de Logou, c'est un véritable cadre pour penser à leur bien-être. Les universités du 3e âge sont destinées à adresser un clin d'œil aux personnes âgées pour les inviter à prolonger leur vie grâce à l'INAM, pour les inviter à rester toujours actifs, même s'ils sont fatigués, qu'ils se sentent toujours prêts à servir la nation. Agir pour la solidarité de toutes les générations, c'est la thématique autour de laquelle est célébrée cette année les universités du 3e âge. Une initiative de l'INAM, Institut national de l'assurance maladie, pour offrir un panel de discussion en vue d'échanger avec les personnes du 3e âge sur la problématique liée à leur état, notamment santé et nutrition, mais aussi de leur permettre de disposer d'amples informations sur les pathologies et autres problèmes liés à leur vieillesse. Les seniors, même quand ils n'ont pas travaillé à la fonction publique ou dans le secteur privé, qu'ils soient de l'agriculture ou de l'artisan, quand l'âge passe, on a une petite détérioration de la qualité de vie.
Donc nous sommes là pour porter des messages, pour les aider à prendre soin de leur santé, parce que c'est possible. Il y a des petites attitudes, des comportements, il y a la nutrition et pas mal de conseils qui sont donnés par des médecins, des experts et des spécialistes qui leur permettent de se prendre en main et d'avoir des quotidiens supportables. Les universités du 3e âge se veulent donc un véritable cadre de retrouvailles, de discussion et de sensibilisation. Tout ceci pour permettre aux seniors de comprendre les questions liées à leur état. Il s'agit également, à travers cette plateforme, d'attirer l'attention de tous les acteurs sur les nombreux défis auxquels les seniors sont confrontés. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 7 décembre 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes, des campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.